à tous, bienvenue au N3S Podcast, Nutrition, Sport, Santé, Sommeil. Je suis votre hôte Vincent Mondeville, auteur à paléoqc.com, Paléo Québec. Je suis accompagné de mon comparse de toujours, Guillaume Lacerte. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Petit temps de latence ici, Guillaume, on va mettre ça sur la distance entre Montréal et Gatineau. Ouais, il y a toujours un petit décalage, je pense. C'est moins je pense que pire. c'est la proximité avec l'Ontario qui fait ça. Mais... Ouais, ça doit être ça. Le CRTC. mais bon, trêve de plaisanterie sur les organismes gouvernementaux pas toujours efficaces. Aujourd'hui, Guillaume, on a deux invités, deux pour le prix d'un. Deux invités que tu as trouvés, fait que je vais te laisser peut-être l'honneur de les présenter. Ouais, ben en fait, c'est mon père qui m'en a parlé parce que je pense qu'ils sont passés dans la presse récemment, ils sont passés à la Radio-Canada, puis ils commencent à être pas mal connus là, dans le milieu de la nutrition québécoise. C'est les deux personnes qui possèdent des pistes de cru. Puis c'est une petite boutique du marché Jean Talon, mais ils ont vraiment étendu ça, puis ils ont un site internet maintenant, ils ont plein de recettes paléo, puis Dieu sait que c'est notre faiblesse à Paléo Québec. Là. On dirait que c'est un aspect qui est super populaire, mais avec lequel on est comme moins à l'aise, puis fait que justement, des gens qui ont fait plein de recettes comme ça, je me disais que ça serait super intéressant. Puis il y a Philippe Devienne de la boutique qui parle souvent de comment lui il souffre de la sclérose en plaques. Puis il s'était fait presque condamné par les médecins. Là. Il disait prépare-toi parce que dans l'avenir, ça va décliner assez vite. Puis il y a eu une rémission. Ben, il n'est pas guéri complètement parce que ça ne partira pas, mais ses symptômes sont presque complètement disparus quand il a changé son alimentation puis il a suivi le protocole de Terry Walls, qui est un peu comme du paléo sur stéroïdes. Fait que c'est un super candidat pour une bonne discussion. Oui, absolument. J'ai vraiment aimé la discussion qu'on a eue avec Philippe et avec sa femme Ethné. On a parlé de toutes sortes de choses. On a parlé de de la façon dont il a réussi à contrôler les symptômes de sa maladie, de leur perspective sur notre système agroalimentaire, un peu sur le système médical, comment les gens devraient faire pour intégrer ce mode de vie-là. Ils ont été très généreux de leur temps, puis c'est des gens qui sont difficiles à arrêter quand c'est un sujet qui leur tient à cœur, ça paraît, là. Ouais, non, c'était une discussion vraiment charmante. Puis c'est aussi intéressant de voir à quel point ils ont voyagé, puis ils ont comme vu différentes cultures, puis comment les gens partout dans le monde fonctionnaient au niveau de l'alimentation, là, surtout avec les déjeuners, là, qui était comme un des aspects les plus passionnants. Là. Fait que c'est une discussion très intéressante. Donc, chers auditeurs, j'espère que vous êtes prêts à écouter cette entrevue-là. Préparez-vous à être inspirés, puis à être charmés également par nos chers invités, Philippe et Ethné Devienne. Bonne écoute. Alors, re-bienvenue. Nous sommes accompagnés, Guillaume et moi, de Philippe et Ethné Devienne, que vous connaissez sans doute plus précisément sous le nom des chasseurs d'épices. Ils ont également la boutique au marché Jean Talon, qui est les épices de cru. Alors, Philippe, Ethné, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui. Très bien, merci. Donc, une des raisons pour lesquelles on vous a contacté, outre que vous avez vous offrez des cours de cuisine paléo, vous avez un blog, une ressource qui nous permet d'acheter des épices de grande qualité, c'est entre autres que, Philippe, tu as reçu un diagnostic de sclérose en plaques il y a de cela pas si longtemps, puis apparemment, tu as réussi à le contrôler. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire la genèse de l'histoire? Comment tu as eu ton diagnostic, puis qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à une diète paléo? Ben, j'ai eu un diagnostic bien déterminé. Là, ils étaient sûrs de ce qu'ils annonçaient il y a environ 4 ans. Et c'est sclérose en plaques primaire progressive. Avec le recul, on voit qu'elle était progressive et qu'elle progressait tranquillement depuis au moins une dizaine d'années avant ça. Les symptômes allaient de pire en pire et éventuellement, j'ai demandé, j'ai cherché des spécialistes. Ça a pris une couple d'années de pas sauter d'un spécialiste à l'autre pour avoir le diagnostic. Et évidemment, ils nous ont dit, et là, j'étais avec Ethné quand c'est arrivé et c'était pas très encourageant. Oh, c'était très décourageant, en fait, parce que
Moi, ma langue maternelle, c'est pas le français. Je le maîtrise assez bien. Mais quand on arrive pour les termes médicaux et tout ça, évidemment, j'étais un petit peu dans le noir. Et quand j'ai entendu sclérose en plaques, la première réaction que j'ai eue, il y a un téléthon pour ça, il n'y en a pas de problème. Littéralement. Il n'y en a pas de problème. Je pense que Jerry Lewis, il est sur le cas. On va être correct. Mais c'est bien clair qu'après un petit peu de réflexion, j'ai constaté la gravité de cette diagnostic. Et c'est drôle parce que il y a 4 ans de ça, comme Philippe a dit, la première réaction, quand je ne sais pas c'est quoi le pourcentage des gens qui réagissent comme nous, on a réagi, c'était la silence. On garde ça pour nous. Mm-hmm. C'est drôle, hein? Mais on ne voulait pas en parler, parce qu'il nous avait dit, écoutez, dans votre cas, il y a une forme de sclérose, il y a des traitements palliatifs, si on veut dire. Il n'y a pas de cure. Et dans le cas de la cirrhose rénale progressive, écoutez, tout ce qu'on peut faire, c'est quand vous aurez besoin d'une chaise roulante, on peut vous avoir des subventions. C'était quoi le pronostic? Ouais, c'était quoi le pronostic pour la chaise roulante? Est-ce qu'il dit, ça va être dans 30 ou 40 ans ou ça va être dans 5 ou 10? Non. C'était assez commencer à regarder ça parce qu'au rythme que vous allez, on a l'impression, ils n'ont pas dit ça, hein, mais c'était ça. Il y a des chances ça pourrait arriver. On a demandé quelle probabilité, ils refusaient de nous dire quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez continuer à voyager parce que c'est un élément essentiel dans ce qu'on fait? Ils ont sécoué la tête un petit peu comme, commencer à regarder ça comme des souvenirs, si vous voulez. Alors, voilà. C'est raté. Et on avait demandé spécifiquement, je me souviens très bien, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut changer dans notre régime alimentaire? Écoutez, on est dans la nourriture. Alors, c'est bien évident que c'était pour nous l'évidence même de commencer là. Et la réponse qu'on a eue, c'est manger santé. Ça s'arrêtait là. C'était tout le mot, manger santé. Puis, qu'est-ce que ça signifie manger santé? On mange pas fast-food, on est des gens qui sont très conscients quand même. Ça fait 30 ans qu'on mange santé d'après le critère du Guide alimentaire canadien et des recherches qui sont là, du moins ce qu'on entend dans les médias principaux. Mais c'était ça la réponse. Manger santé, puis l'exercice, mais faites ce que vous pouvez faire, mais avec la jambe, parce que dans le cas de Philippe, c'était sa jambe droite qui était affectée. Mais faites ce que vous pouvez. C'est ça. Donc, il n'y avait aucun conseil ou rien. Puis, les symptômes s'accumulaient, les symptômes devenaient de pire en pire. Il y en avait de plus en plus. La vision commençait à être troublée. Il y avait des problèmes d'incontinence, de coordination, de douleurs neuropathiques qui s'empiraient au point de devenir vraiment insupportable, accompagné de dépression et de crises d'anxiété qui peuvent durer plusieurs journées. Donc, c'était pas évident. Puis j'imagine qu'avec ça, il y a un cocktail de médicaments qui doit être assez impressionnant en plus. Non, il n'y a aucun médicament pour la sclérose en plaques rénale progressive. Aucun médicament. Zéro médicament. Et c'est ça qui nous a amené à faire des recherches. Oui, parce que imaginez, pas de cure, pas de thérapie, pas de médicaments, commencez à regarder votre fauteuil. C'est raide. Puis pensez à vos souvenirs du passé. Et donc, votre chemin a croisé celui de, en fait, pas directement, mais le protocole du docteur Terry Walls. C'était une démarche qui a pris presque 9 mois pour en arriver là. On avait commencé avec le gars Sick, Fat and Almost Dead, qui lui aussi avait un genre de maladie chronique dégénérative et il faisait des jus de légumes et fruits. C'était la première chose qu'on a commencé. On a commencé à faire ça, puis ça aidait un peu, mais c'était pas dramatique. Non. Et puis comme je souffrais aussi beaucoup d'insomnie, je passais souvent mes nuits à faire, au début, je regardais des films. Puis là, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose que je peux faire. Je ne peux pas me guérir, mais c'est souvent quelque chose que je fais pour améliorer mon sang. Alors, j'ai fouillé beaucoup. J'ai regardé tous les sites de sclérose en plaques de la planète. Je peux vous dire que le meilleur que j'ai trouvé, c'est celui de Nouvelle-Zélande et celui de Hollande.
Celui de Hollande était intéressant parce que toutes les études qui avaient été faites sur la sclérose en plaques étaient nommées. Qu'elles étaient traditionnelles ou non traditionnelles. Donc, je passais par la médecine tibétaine, par les herboristes suisses, par découvert le Dr. Swank qui avait commencé des recherches sur l'alimentation il y a au-delà de 70 ans de ça. D'ailleurs, il a fait l'étude la plus longue en alimentation de toute l'histoire de la médecine. Wow. Et il avait réussi à stopper la sclérose en plaques ou la ralentir de manière très sérieuse avec ses patients. Et finalement, on est arrivé, je suis tombé sur une vidéo du Dr. Walls, et là, ça a été assez... Ça a été le déclic. Elle était inspirante. Mais c'était vraiment la chose la plus inspirante, c'est qu'elle avait exactement plus ou moins la même sclérose que toi tu avais. Parce qu'il y en a tellement de niveaux de cette maladie. Il y en a 4, mais c'est tellement, là. Il faut quelqu'un qui n'a pas ça, et c'est tellement, Philippe. Là, il me montre 4 doigts, tu vois. Non, mais c'était impressionnant de voir, parce qu'il y en a des cas de sclérose où les gens, ils vont bien, et là, peut-être 2-3 fois par année, ils ont des crises. Comparé à ce que Philippe il a, ça avait l'air vraiment génial. Cette sclérose-là, tu vois. Façon de parler, oui. Oui, il y avait des périodes qu'on peut nommer presque, mais c'était normal. Leur vie continuait, il n'y avait pas d'interruption. Le seul prognostic qu'il y avait, c'était que c'était pas génial, puis que ça ne pouvait que s'empirer et qu'il y avait finalement pas grand-chose à faire. Et quand j'ai eu le Dr. Walls, qui elle-même est passée d'une chaise roulant, a passé 4 ans dans une chaise électrique inclinée, à faire 18 000 de vélo en 12 mois, puis je me suis dit, c'est à essayer. On va essayer. Qu'est-ce qu'on a à perdre à manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des viandes de bonne qualité, des bons gras, puis couper les choses qu'on aime, là, comme le lait, les produits laitiers. Les choses qu'on a l'habitude à aimer. Oui. C'est pas pareil. Oui, mais c'est des gâteaux, c'est bon. Oui, c'est délicieux. C'est délicieux, puis les œufs, c'est bon aussi, puis les sucreries, les desserts, on aime ça aussi. Mais là, on a dit, regarde, on va essayer, puis elle disait, 3 mois, on devrait avoir des résultats. Et donc, on a essayé, on s'est consulté, mais ça a pris 9 mois de réflexion, d'analyse. On n'a pas sauté sur le premier comme ça. On a vraiment étudié, on a commandé ces livres, on les a lus. La décision est venue conjointement. Mm-hmm. Mais après plusieurs mois de recherche et de réflexion, on ne voulait pas se lancer dans la première truc à la mode, là. Mais est-ce que votre intégration de ce mode de vie-là, est-ce que ça s'est fait, donc vous dites vous avez eu une période de réflexion, quand vous êtes embarqué dedans, est-ce que ça a été petit à petit ou est-ce que ça a été à pieds joints, on y va à 100%? Cold turkey. Absolument. Ah oui, parce qu'on est assez vieux pour savoir que ça sert à rien d'aller petit à petit. Surtout après avoir lu tout ce que cette docteur a fait. C'était clair et c'était vraiment, c'est quelque chose que, au niveau pédagogique, on comprenait la démarche. Il fallait le faire ou pas le faire. Il n'y avait pas de demi-mesure. Et ça, c'était très, très évident. Comme j'aime dire, on est vierge ou on ne l'est pas. Oui. Alors, avec cette attitude-là, on a embarqué à 100%. Et il faut dire qu'on est des professionnels de la cuisine. Et honnêtement, les 9 tasses de fruits et légumes par jour qui étaient sur le menu, c'était pas délicieux, hein? C'était 9 tasses de fruits et légumes par jour. Au début, c'était un peu répétitif. Mais très vite, je me suis senti mieux. Ça a littéralement, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à me dire, écoute, c'est psychosomatique, mon truc, mais je dors mieux, puis j'ai moins de douleur, puis... Ça commence à être fatigant, c'est ça que ma femme dit. et le plus remarquable dans tout ça, c'est que je suis pas jeune, j'ai dans la soixantaine, et j'étais prédiabétique, ma pression artérielle, je prenais des médicaments pour ça. Je faisais un cholestérol assez élevé. Je prenais des médicaments pour ça aussi.
Et puis, en général, mes tests étaient vraiment pas reluisants. Mon médecin généraliste me faisait faire 50 de tests tous les ans pour voir la vitesse de la dégénérescence. C'est pas ça qu'il disait lui, mais il disait la progression de la maladie. Ouais. Mais et ce qui est remarquable, c'est que quand il a entendu, il a dit c'est quoi ce régime de fou-là? Pas de produits laitiers, pas de grains, pas de sucre. Pas de sucre qu'il pouvait comprendre. Puis pas certains gras, puis tu n'auras jamais une alimentation équilibrée à manger comme ça. Et il m'a refait faire les mêmes 50 tests 5 semaines après le début. Le Dr. Wall. C'est ça. Après, on a décidé de faire le régime. 5 semaines après avoir le début du régime, j'ai refait tous les tests. Et 10 jours plus tard, un dimanche soir, il a appelé à la maison. En général, c'est pas un bon signe. Le docteur nous appelle le dimanche soir à la maison. Et il a dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai suivi le régime. Il dit, mais tes médicaments, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, tu as augmenté tes doses sans me le dire. J'ai dit, non. Je les ai carrément arrêtés, j'ai touché aux poubelles. J'ai dit, ça passe ou ça casse. J'étais rendu là, dans ma tête, j'étais rendu, soit je fais quelque chose, soit je ne vis plus comme ça. Et il m'a dit, bip, bip. Tes tests sont entre normal et excellent pour un homme 10 ans plus jeune que toi. Et ça, c'était 5 semaines après le début du régime. Est-ce que... Oui. Vas-y. En fait, je me demandais, ce médecin-là, il a été forcé de constater, il s'est fait mettre dans le visage... C'est pas partie d'un régime de faux, de sucre. Comment est-ce qu'il a réagi? Je veux dire que c'est un... Moi, je suis surpris. On dit beaucoup de mal des médecins, du système de la santé. Moi, j'étais très bien certifié par le système de la santé. Il a ses limitations. Les gens qui sont en charge, ils ont leur état d'esprit. On n'est plus rien. C'est pas du mauvais monde. Et je dois dire, au crédit de mon médecin généraliste, qui était un homme à l'esprit ouvert, il a dit, tabarouette, peux-tu m'envoyer une copie de ton protocole? Moi, je tiens à préciser que personnellement, j'ai quelques amis qui sont médecins et puis c'est des personnes que j'adore. Fait que je confirme que les médecins sont généralement quand même ouverts d'esprit, puis quand on leur montre quelque chose qui fonctionne, ils embarquent. Mais il faut ajouter que dans le cas de Philippe, c'était quoi le choix qu'il avait? Il n'y avait pas d'alternative. C'était pas comme arrête ça, puis commence ça. Il n'y avait rien. Non, il y avait des alternatives. Les hémoristes suisses disaient qu'on pouvait réduire les symptômes, du moins la douleur, on pouvait la réduire substantiellement. Je parle de la médecine conventionnelle. Toutes les médecines. Toutes les médecines, de tout ce que j'ai vu, de tous les protocoles alimentaires, de tous les protocoles de médecine herboriste ou d'acupuncture. J'ai essayé l'acupuncture, ça aidait. J'ai essayé de la relaxation, ça aidait. Mais rien n'a eu l'effet dramatique de réduire mes symptômes, beaucoup maintenant carrément disparus. Et 3 ans après le début du régime, mes symptômes réduisent encore, je suis de plus en plus fort. Je suis capable de travailler 12 heures par jour, comme j'ai toujours fait, comme un chef de cuisine. Et la vie est belle. Et mes symptômes continuent à diminuer tranquillement. Ils s'amoindrissent, la maladie est encore là. Si jamais je fais un écart, c'est comme littéralement comme allumer et éteindre un interrupteur. Là, tout d'un coup, je triche un petit peu. Puis là, les symptômes commencent à revenir. J'arrête, je reviens à 100% sur mon régime paléo. Et les symptômes disparaissent 10 jours après. C'est direct, c'est quand même spectaculaire. Puis là, un petit peu... L'interrupteur de lumière, on l'allume, on l'éteint, on l'allume, on l'éteint, on l'allume, on l'éteint. Mais c'est intéressant ce que vous dites, que c'est incroyable, mais c'est incroyable en Amérique du Nord, c'est absolument vrai. Mais nous, grâce au voyage qu'on fait depuis notre jeunesse, on réalise qu'ailleurs dans le monde, ces concepts-là ne sont pas du tout étranges, ne sont pas du tout si incroyables que ça. Une chose qui nous a vraiment encouragés après peut-être 1 an de ce régime-là, c'est évidemment chez nous, c'est facile à gérer la chose parce qu'on est parmi nos choses, on connaît les magasins, on connaît les ingrédients et tout. Et la première fois qu'on a décidé de voyager avec cette régime, oui, avec ces contraintes-là,
on a constaté en Inde, en Indonésie, au Sri Lanka, il fallait juste expliquer brièvement qu'est-ce qu'on voulait surtout pas, et c'était possible de manger délicieusement, et pas juste chez les amis ou chez les copains, mais même dans les restaurants. On va beaucoup pour nos épices dans les endroits traditionnels. On va dans les villages d'Indiens du Mexique, et la nourriture traditionnelle, quasiment partout au monde, on peut la manger sans problème. On évite les produits laitiers. Mais même le maïs que je ne mange pas ici, quand je vais au Mexique, il y a des anciennes variétés de maïs et des anciennes variétés de haricots que nos amis font pousser dans leurs champs traditionnels. J'en mange en modération et j'ai aucune récidive de mes symptômes. Ben, tu mentionnais plutôt, Philippe, que tu faisais un écart, puis tes symptômes revenaient de façon assez significative. À quel point tu peux te permettre des écarts, entre autres alcool, tout ce qui est produits qui contiennent du gluten, produits céréaliers, produits laitiers, est-ce que tout ça c'est obligatoirement out pour toi en aucune quantité ici en Amérique du Nord? J'en mange jamais, même quand je suis en Inde. Sauf le ghee, le beurre clarifié, ouais, qui d'ailleurs fait partie du protocole ayurvédique pour la maladie. Il recommande d'en consommer des grosses quantités de beurre clarifié et de ne manger aucun autre produit laitier. Et eux, ils le font avec un régime végétarien. Donc, on a vu partout dans le monde, avec les médecines traditionnelles, qu'il y a des protocoles alimentaires. Et veut dire, en Chine, la première chose que votre médecin vous demande, c'est qu'est-ce que vous avez mangé hier, quand vous allez le voir. Mais c'est intéressant qu'en Inde, nous, on va souvent dans le sud, où il y a beaucoup d'épices, évidemment, et là-bas, on voit la transition des gens, la cuisine traditionnelle, où les gens commencent à avoir un petit peu plus de ressources maintenant. Alors là, ils commencent à lâcher les choses comme l'huile de noix de coco, puis ils achètent l'huile de canola. Ils mangent énormément de sucre. Ils ont arrêté de faire les sucreries traditionnelles. Et là, devinez quoi? Ils ont tous les mêmes maladies que nous. Les mêmes maladies chroniques, dégénératives et auto-immunes dont nous, on souffre. Ben, elles commencent à faire une épidémie. Ça a pris 30 ans partout ailleurs dans le monde. Il faut que les épidémies se retrouvent. Alors, c'est encore l'interrupteur. On mange de nourriture industrielle qui est sans nutrition puis qui est plein d'inflammatoires et beaucoup de gens deviennent malades. Éventuellement, en vieillissant, 50% des gens ont ces maladies-là. Mais c'est incroyable de le voir dans ces pays-là. C'est incroyable. C'est la même chose au Mexique chez beaucoup de nos amis autochtones. Les parents, les grands-parents, ça va bien. Tout le monde vieillit, c'est ça la bonne nouvelle. Mais en santé, et les plus jeunes maintenant, avec tout ce qui est disponible sur le marché, commencent à avoir exactement les mêmes symptômes que les gens ici. Ouais, les gens voient souvent les États-Unis comme le pays de l'obésité, mais on se rend de plus en plus compte que si on regarde la liste des pays qui ont le plus d'obésité, les États-Unis sont même pas dans le top 10, on pourrait en avoir dans le top 20. Puis le Mexique les ont dépassés il y a déjà quelques années. Là. C'est effectivement un problème partout. Là. Oui. Alors, dès que la bouffe industrielle moderne arrive, ces maladies-là apparaissent. Et dès qu'on arrête de les consommer, les maladies régressent. Alors, dans notre tête, c'est très clair. Alors, on a créé une cuisine délicieuse pour se faire du plaisir. Parce que ça, c'était vraiment la chose qui manquait dans tout ce régime-là, c'était le facteur il y avait pas ça. Et pour ça, c'était un énorme obstacle. C'est bon du kale, mais dans le fond, c'est pas si bon que ça. Ouais. Et il a fallu trouver des tas de recettes qui le rendent délicieuses. Les épices qui sont d'excellents antioxydants, anti-inflammatoires, qui sont parmi les meilleurs anti-inflammatoires qu'on peut trouver, deviennent partie de notre cuisine. Elles le font déjà depuis des décennies, donc ça a été très facile pour nous. Et ce qui était frappant, c'est que quand je parlais de ce régime-là à nos amis, ils nous disaient « Ah, mais pour vous, ça doit être très facile parce que vous connaissez toutes les cuisines du monde, vous avez des milliers de livres de cuisine, vous connaissez des milliers de recettes. » Puis ils disaient « Ben non, c'est pas si évident que ça.
c'est là qu'Ethné a dit, écoute, c'est pas évident pour nous, là. Non, parce que la chose, c'est que on est malade, ça va pas bien, il n'y a pas d'espoir dans un certain sens. Est-ce qu'on est obligé de continuer à punir? Alors, on a dit, écoute, on va juste aller avec nos instincts, puis notre connaissance, puis les traditions qu'on a témoignées partout dans le monde, et on a commencé à créer une cuisine basée sur tous les principes paléo. Mais bon, et ça a changé radicalement notre approche, notre appréciation. Et mais juste après 3 mois, quand on a eu l'énergie de le faire, ouais. on n'était pas malade, mais sa santé s'est aussi bien améliorée depuis. Bien sûr. Alors qu'on a eu l'énergie et qu'on était encouragé, on a commencé à développer des recettes. On est allé repiger surtout dans toutes les recettes de nos amis partout dans le monde, qui nous ont appris à faire de la cuisine traditionnelle, qui est très santé. Et on a commencé à manger comme ça, et on a commencé à manger, à avoir du plaisir. Puis au point maintenant que, après 1 an, on recevait des amis, puis on disait même pas que c'était paléo, et personne ne s'en rendait compte. Est-ce qu'il y a une cuisine d'une nationalité en particulier qui vous apparaît plus paléo, vraiment plus propice à être conforme à un régime vraiment pour les maladies auto-immunitaires? Je dirais qu'il y a à piger à gauche et à droite. Ouais. Il n'y a pas un régime parfait pour les maladies auto-immunitaires. Parce que c'est basé sur les ingrédients. Hein? Il ne faut jamais oublier que quand on mange soit des légumes ou des fruits, ou dans notre cas, énormément de viande rouge, parce que c'est les aliments, et des plats, c'est les méthodes de préparation qui deviennent intéressantes. Parce qu'il n'y a pas de cuisine moderne au monde maintenant qui ne consomme pas beaucoup de grains. Que ce soit du maïs, ou du riz, ou du teff, ou du blé, ou de l'orge, ou de l'avoine, ou du seigle. La plupart des cuisines du monde sont basées là-dessus. Et le grand saut pour moi, ça a été d'éliminer les grains et les légumineuses de ma cuisine. Et ça implique à cuisiner différemment. On ne se rend pas compte qu'on mange une sauce à spaghetti, sans les spaghettis, à quel point c'est relevé et que ça goûte fort. Mm-hmm. Parce que le spaghetti goûte bien. Donc, ça oblige à repenser la manière qu'on cuit pour manger des choses qui sont tout aussi délicieuses qu'avant, mais dans lesquelles il manque l'effet modérateur de la crème, des fois, ou du beurre, ou l'effet modérateur du riz. Quand on mange un curry bien épicé et qu'on met ça dans du riz, le riz il est complètement fade. En Asie, on ne sale même pas le riz. Donc, la sauce devient le condiment du riz. Et c'est là qu'il faut réapprendre à cuisiner pour avoir du plaisir. Et il fallait aussi changer toutes les notions qu'on a de qu'est-ce qu'il faut manger, quand et comment. Alors, cette idée de manger des pains rôtis avec le fromage puis les confitures le matin parce que c'est le matin. Et si on mange pas ça, qu'est-ce qu'on va manger? Avec quoi qu'est-ce que tu manges pour déjeuner? Je pense que c'est la question numéro 1 qu'on reçoit. Les gens sont dépassés par le manque de pain. C'est incroyable, le panique, et on le voit dans leurs yeux. Hein? Et quand on dit, vous savez que dans plusieurs pays en Asie, on mange le restant de la veille. Hein? Au Sri Lanka, un petit déjeuner traditionnel, c'est un curry de porc. Ou un curry de poisson pour petit déjeuner avec des légumes. Personnellement, je trouve que ça a l'air fantastique. C'est bon. Surtout quand le thon est vraiment frais, oui, c'est pas mal bon. Et là, tout qu'on a fait, c'est juste éliminer le riz. Et alors, pour changer, il fallait vraiment changer ses perceptions culturelles, parce que c'est uniquement culturel et rien d'autre. Et une fois qu'on a réalisé ça, puis on a commencé à regarder les choses autrement, mais c'était le défi insurmontable n'existait plus. On a le droit de manger la salade pour le petit déjeuner si on veut. C'est pas interdit. Ça peut être du salade de fruits aussi. Vous Oui. préférez ça, là, mais sans mettre dessus un quart de tasse de sirop d'érable. Mm-hmm. Puis, vous avez des ateliers de cuisine paléo que vous offrez à travers votre site. Puis, est-ce que vous avez comme ça à démolir des perceptions avec vos clients qui viennent apprendre de vous comme ça?
comme dit le docteur Ward, c'est très simple, mais c'est pas évident. C'est pas facile. Oui. Et la plus grande barrière, elle est comme dans la plupart des transformations, entre nos deux oreilles. Alors ici, on accepte que les idées préconçues qu'avant n'étaient pas forcément justes. Et c'est juste des idées. Et une fois que cette transformation-là est faite, ben, c'est possible. Moi, je suis toujours estomaqué par les gens qui viennent prendre des séminaires ou qui nous parlent de notre livre et ils disent « Oui, mais si je coûte, c'est une négociation. » Mais je pense que ça fait du bien aussi de dire aux gens c'est quoi les fêtes. Quand on parle des céréales pour le petit déjeuner, par exemple, que tout le monde est convaincu a toujours existé et c'est comme ça qu'il faut manger. Quand on parle du lobbying de M. Kellogg, c'est lui qui a fait du lobbying pour avoir ces céréales pour que les gens puissent le manger le matin. Ils ont fait des études pour prouver que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et les études on ne peut pas les reproduire. Donc, c'est pas de la science, c'est du marketing. Et donc, on a besoin de céréales le matin. On a besoin de manger. Si on a envie de manger. Parce que s'il y avait un M. Kellogg aujourd'hui qui avait des champs de laitue, ça aurait été une autre. Le résultat aurait été pas pareil. Les gens oublient souvent que M. Kellogg a créé ces céréales parce qu'il espérait que ça réduise la libido des gens puis que ça les garderait plus chastes. C'est vrai, là, ça c'est connu historiquement, c'était sa mission avec les céréales déjeuner. Ça a fonctionné. Ouais, c'est ça a fonctionné. Il serait content de ce qu'il a réussi à faire. Tu feras juste m'envoyer le lien, Guillaume, pour que je mette ça dans les notes du podcast parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont être très curieuses. Ben oui, mais les gens ne réalisent pas. Ils pensent que le marketing est quelque chose qui existe depuis l'Internet. Ils ne réalisent pas que le marketing, c'est un outil qui était très efficace depuis très longtemps et qu'on s'est fait embarquer dans un paquet de choses qui ne sont pas saines à cause de ça. Non, effectivement, l'intérêt économique de certains acteurs, de certaines entreprises n'est pas nécessairement conjoint avec l'intérêt de la santé qu'il pourrait avoir pour les gens. Ça peut être deux choses entièrement séparées. Et c'est pas tout le monde qui a besoin de manger comme ça. Il y a des gens qui sont parfaitement adaptés à manger du gluten toute leur vie. Ils en souffriront jamais. Puis, maudit qu'ils sont chanceux parce que c'est bon. Mais ceux qui peuvent pas en manger, ben, il faut admettre que ça me fait pas du bien. Puis c'est un peu comme la blonde ou le chum que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais que c'était vraiment pas une bonne idée de les marier. Alors, moi. Non, là, j'ai fait un bon choix sans gluten avec elle. On pourrait peut-être diverger la conversation vers votre occupation principale. Donc, vous donnez le titre de chasseur d'épices. Alors, comment est-ce qu'on devient un chasseur d'épices? Ça a commencé, on se mêlait de nos affaires, littéralement. Et nos affaires, c'était notre compagnie de traiteurs qu'on avait il y a des années. Et comme on travaillait 7 jours semaine très, très fort pendant des mois et des mois, quand nos enfants avaient congé à l'école à partir du Saint-Jean, le 24 juin jusqu'au fin août, on partait avec eux en voyage. On fermait l'entreprise et on partait en voyage. Puis on n'allait pas sur la plage, on allait visiter des endroits loin. Là, c'est-à-dire on allait là où National Geographic ne va pas. Ce qui est assez... des gens, la camping, et on était toujours bien accueillis. Oui, la nourriture exceptionnelle, les gens qui avaient mais le même envie que nous, c'était de partager, bien manger, raconter des histoires. Et on a commencé à ramener avec nous des épices parce que les épices qu'on goûtait étaient tellement délicieuses. Puis évidemment, notre commerce ici à Montréal, il y avait beaucoup de concurrence. Puis pour se démarquer, on voulait faire la nourriture légèrement plus intéressante que les sandwichs au bœuf. Un des objectifs quand on voyageait, c'était de découvrir des nouvelles recettes qu'on pouvait ramener à nos clients. Et on s'est rendu compte qu'avec les ingrédients locaux, du moment qu'on avait des bonnes épices, on pouvait pas mal reproduire ou s'inspirer profondément des recettes qu'on découvrait en voyage.
Et puis, petit à petit, ben, on en avait besoin de plus. On ne peut pas retourner dans 18 pays tous les ans. Alors, on a bâti un petit réseau de gens qui nous envoyaient les épices par la poste au début. Puis, notre réputation s'est faite et les gens ont voulu acheter nos épices. D'abord, c'était des chefs. Puis, petit à petit, c'est des clients. Alors, on a commencé à vendre des épices. Puis là, maintenant, c'est des containers d'épices qui arrivent des 4 coins du monde toute l'année. Là, on a dit que c'était une chasse parce que on cherchait les choses, mais évidemment, la qualité supérieure, les choses inhabituelles, les choses qu'on ne savait même pas existaient parce que des fois, soit on lisait dans les livres ou on voyait chez les gens des trucs, il n'y avait aucune référence. Puis on réalisait que ces choses-là, ils poussaient, ils existaient, mais parce qu'en Amérique du Nord, il n'y avait personne qui avait un intérêt pour les avoir, ils n'étaient pas disponibles chez nous. Quand on voulait reproduire des recettes qu'on avait bien aimées, on n'arrivait pas au même résultat. On a réalisé que la qualité des épices qui était beaucoup. Ici, on avait des épices de très mauvaise qualité, pas chères, mais de très mauvaise qualité. Et on a donc décidé d'en ramener. On a ramené un peu le même principe comme on fait pour le vin ou les grands chocolats ou les grands thés. Il y a des terroirs, des endroits au monde où il y a effectivement la meilleure cannelle, le meilleur piment, le meilleur poivre. Il y a des endroits où il y a des poivres vraiment très bons, très différents les uns des autres. Le poivre de Madagascar, ben, c'est pas le poivre de l'Inde, c'est pas le poivre du Sri Lanka. Et donc, quand on découvre tout ça, c'est un peu comme découvrir toutes sortes de bons vins. Il y en a qui sont bon marché, il y en a qui sont chers, mais... J'ai utilisé un exemple pour un gentil monsieur québécois l'autre jour au marché. Il ne comprenait pas pourquoi. Il a dit, vos épices, je comprends pas, ils sont chers. J'ai dit, mais c'est probablement vrai. J'ai dit, monsieur, mais il y a des pidances. J'ai dit, mais vous savez, il y a beaucoup de fraude dans les épices. Nous, on essaie toujours d'avoir les meilleurs et il faut payer pour ça. Il a dit, oui, dans ces pays-là, je dis, mais quel pays? Mais dans ces pays-là, il y a beaucoup de fraude. J'ai dit, non, c'est le contraire. C'est dans notre pays qu'on ne veut pas payer le prix réel et les gens nous donnent ce qu'on demande. C'est-à-dire les épices inférieures. Mais, ou trafiquées. Mais l'exemple que j'ai donné, parce qu'il me regardait quand même avec un œil un petit peu proche, j'ai dit, c'est comme la différence entre notre sirop d'érable on connaît notre sirop d'érable, on est fiers de notre sirop d'érable ici. Mais il y a également quelque chose qu'on appelle le sirop de poteau. J'espère que tu as compris avec cet exemple-là. Là. Et on connaît très bien, c'est trafiqué, c'est pas bon, c'est dégueulasse que les gens essayent de nous filer ça, mais c'est exactement la même histoire avec les épices. C'est sûr que comparé à du sirop de poteau, le sirop d'érable, c'est très cher. Oui. Effectivement. Il y en a qui est vrai, mais qui ne l'est pas. C'est quoi votre exemple, je dirais, le plus flagrant d'épices qui est trafiqué ou qui est vraiment pas du tout ce que les gens pensent? J'ai entendu beaucoup d'histoires sur la cannelle, mais vous non, avez... La cannelle, la confusion est parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à la cannelle, qui n'est pas la cannelle. C'est ça vraiment. Il y a la casse et la cannelle. Pendant des années, ce qu'ils nous vendaient ici, c'était la casse, mais ils appelaient ça la cannelle. Et c'est 10 fois moins cher que la vraie cannelle. Et beaucoup de gens qui n'aiment pas la cannelle découvrent, quand ils découvrent la vraie cannelle, disent, la vraie cannelle, j'aime ça. La fausse cannelle, je trouve ça poivré, agressif et j'aime pas. Puis un excellent exemple de fraude, c'est par exemple, on a notre fournisseur d'origan, qui est une famille qui est dans les épices depuis 500 ans en Turquie. Et en Turquie, l'origan pousse sauvage sur les côtes de la mer Égée. Et selon les montagnes, il y a des régions où l'origan peut avoir jusqu'à 2,5, 3,5% d'huile volatile qui donne la saveur à l'épice. Et des endroits où l'origan va pousser très mal et il y aura juste 0,5% ou 0,2% d'huile volatile. Et donc, le prix varie selon l'intensité de la saveur de l'épice. Mais il y a des gens il y a une compagnie, il nous a donné le nom de la compagnie, on ne la nommera pas, mais on la connaît, à Montréal, qui achète son origan le moins cher et qui lui demande de le couper avec 80% de feuilles d'olivier séchées. Pas que les feuilles d'olivier, c'est mauvais pour la santé, mais il prend... Mais c'est pas l'origan. Mais quand on compare un origan qui a 3% d'huile volatile, puis un autre qui a 0,2%, puis qu'on le coupe à 80%,
ils ont payé du trafiquage, tout ça. C'est pour ça que nous, on vend les épices entières. Mais regarde, le curcuma, ça c'était le plus flagrant, celui-là que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Le curcuma moulu, ils ont fait des analyses et ils ont trouvé des traces de briques. Au moins, il n'y a pas de gluten dans la brique. Ben, on aime ça la couleur. Alors, tiens, la couleur. Ben, la brique, c'est pas mauvais, c'est de l'argile. Puis l'argile, même, c'est bon pour la santé, c'est plein de minéraux. Mais c'est pas du curcuma. Oui, exactement. Puis, ces producteurs-là... Ouais, il y en a plein. C'est pour ça que nous, on vend les épices entières. Même nos mélanges sont des épices entières et les gens doivent moudre l'épice eux-mêmes. Ils sont garantis qu'il n'y a pas de gluten dedans. Ils sont garantis qu'il n'y a pas de fraude. Vendre l'épice entière, on élimine 95% des fraudes et nous, on a comme mission de vraiment avoir des épices pures. Et nos ateliers sont ouverts, les gens peuvent venir voir quand ils veulent. Et là, oui, effectivement, ça coûte quelque chose. Alors, cette idée que les gens avaient dans le passé, c'est pas cher, tu achètes cette poudre-là, tu le mets dans la recette pour impressionner la belle-sœur et après ça, tu le laisses traîner pendant des années et tu l'utilises plus jamais parce que c'est pas bon. Et nous, on est arrivés, puis avec notre approche, j'ose dire qu'on a changé un petit peu l'approche de cuisiner avec des vraies épices. Et les gens maintenant cuisinent tous les jours avec des épices. Et moi, je dis manger des épices tous les jours. On n'a jamais vu une épice dans nos voyages, une épice locale qui ne servait pas à la pharmacopée et aux traitements médicaux simples et profonds de toutes les médecines traditionnelles du monde. Donc, manger des épices tous les jours, c'est manger des microdoses de médicaments qui vous maintiennent en santé. Oui, ben, Guillaume, tu te souviens peut-être quand on était allé assister au symposium, il y a quelqu'un qui avait fait une évaluation de la densité en nutriments des différentes catégories d'aliments. Puis ce qu'il avait remarqué, c'est que les épices, c'était presque la meilleure catégorie après la viande d'organe. Guillaume, corrige-moi si je me trompe, là, mais comme quoi, c'est riche en nutriments, c'est riche en minéraux, c'est riche en antioxydants. Mais Ethné, tu as ouvert une porte tantôt, puis il y a une petite question qui, je pense, va intéresser nos auditeurs. Comment est-ce qu'on conserve bien nos épices? On veut pas les laisser moisir pendant des années, c'est clair, mais y a-t-il un moyen de les entreposer pour qu'elles restent fraîches? Ils sont pas bonnes. Oui, c'est une bonne idée. Laisse-le là, puis oublie-le. Non, mais on fait comme nos grands-mères faisaient. On les conserve dans les petits pots en métal, à l'abri de la lumière, de la chaleur. Et puis, on s'en sert. Voilà, et c'est pas compliqué, là, mais il faut, encore une fois, on embarque dans tout ce qui est marketing, on mettait ça dans les petits pots vitrés, on avait un genre de présentoir, c'était décoratif dans nos cuisines, c'était pas pour cuisiner ces trucs-là, c'était pour décorer. C'était de l'apparat. Ben oui, c'est ça. Alors nous, on est revenu tout simplement à ce que moi j'ai vu aux Antilles quand j'étais petite, ce que Philippe a vu, même en France, il cuisinait avec les herbes et tout ça, les choses étaient bien. Ma grand-mère, moi ici au Québec, elle avait ses petits pots en métal. Là. Dans le temps, tout le monde avait des épices dans des pots en métal, il y a 50 ans, c'était courant. Oui, et on les utilisait. C'est ça la différence, parce que, une autre chose remarquable, on cuisinait à l'époque. Alors aujourd'hui, c'est assez récréatif, hein? Comme je dis, quand c'est le temps d'impressionner la belle-sœur, ou là on se met à cuisiner, mais c'est pas quelque chose que les gens pratiquaient presque tous les jours ou ils mangeaient cuisiner tous les jours. Alors, il faut revenir à ça parce que si on mange, qu'est-ce qu'il y a dans plusieurs restaurants, qu'est-ce qu'on trouve dans les étagères, dans les épiceries? Ben, on arrive à où nous sommes maintenant avec toutes nos maladies. C'est sûr que un des plus grands obstacles à la diète paléo que Guillaume et moi rencontrons, c'est les gens qui aiment pas ça cuisiner. Puis on essaie de les éduquer, on essaie de leur donner des trucs, puis entre autres pour briser la monotonie, exactement ce que vous avez éprouvé au début de votre changement de mode de vie, c'est d'ajouter des épices. Est-ce que vous avez des épices favorites pour les débutants? Des gens qui savent pas trop où commencer, donc des épices qui seraient faciles à intégrer ou qui sont peut-être... Donc peut-être trois épices apprivoisées. On a passé notre vie à dire aux gens, il y a des épices pour les débutants si on veut, mais il y a aussi
le fait qu'il faut qu'on s'implique dans l'exercice. On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Parce que moi, je peux dire, il faut absolument avoir le cumin dans votre cuisine. Parce que moi, je suis un fanatique de cumin. Mais c'est pas vrai. Moi, j'aime le cumin. C'est pour ça que je mets dans presque tout. Mais il y a d'autres gens qui aiment autre chose. Et il faut faire. On va pas vous dire quoi faire. Je suis désolée. C'est le temps pour les adultes de prendre leurs responsabilités pour leur santé au sérieux. Puis, mangez ce que vous aimez. C'est la meilleure manière de tenir la route, c'est de manger ce qu'on aime. Alors, si vous n'aimez pas la cuisine indienne, ben, c'est pas la peine que tout soit jaune. Mangez-en un peu de temps en temps, là, ou mettez dans un verre d'eau, puis buvez votre curcuma comme ça. Mais si vous aimez bien la cuisine méditerranéenne, mettez plein d'herbes. C'est-à-dire, il y a les stars, hein, bon, le chou frisé, le kale, le curcuma, le thé vert. Mais cette semaine, on a découvert que le clou de girofle est encore plus antioxydant et plus bénéfique que le curcuma. Puis on a découvert l'an dernier que le cresson est encore meilleur. Et en fait, il est meilleur que le kale, le cresson. Il est plus de micronutriments et puis en plus, il est bon. Alors, mais on ne peut pas se permettre de continuer à suivre ces vagues-là parce qu'encore une fois, on tombe dans le piège du marketing. Je suis désolée. Et ça vient de quelqu'un qui gagne sa vie à vendre des épices. Mais il y a pour tous les goûts et c'est essentiel. C'est essentiel que les gens prennent le contrôle de leur vie. Nous, on a un site web, on a des livres et tout ça. Les gens peuvent les consulter. Ils sont là pour ça. Mais finalement, il faut que eux, ils prennent des décisions qui vont affecter leur vie. Et c'est pas à nous de le dire quoi faire ou comment cuisiner. Je suis désolée, là. On est des adultes, on est des êtres humains avec des choses à faire. Puis c'est un choix de vie. Il faut décider, est-ce que je veux être en santé et est-ce que je fais ce que j'ai à faire? Ouais. Et si on décide de faire ça, ben on peut apprendre. À mon avis, éventuellement, il y a des gens qui vont partir des restaurants. Il va y avoir des comptoirs d'aliments emportés qui seront beaucoup plus sains, qui vont répondre au régime paléo. À mon avis, on va retrouver dans une quinzaine d'années, il y aura des épiceries ou des comptoirs où on dira, ben cette nourriture-là convient à tel type de régime, parce qu'il n'y a pas un régime pour tout le monde. Hein? Et même à ça, Philippe, dans les restaurants, parce qu'on a eu l'expérience dans certains restaurants à l'étranger, où on a le droit littéralement de rentrer dans la cuisine et pointer du doigt pour choisir ce qu'on veut manger. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est génial. C'est quelque chose qui existe déjà. Mais si nous, les clients, les consommateurs, savent pas quoi dire aux cuisiniers, on n'est pas plus avancé. Le consommateur a toujours raison. Le client payeur, n'est-ce pas? Sauf qu'on l'influence en maudit. En lui faisant croire des choses qui sont pas vraies, comme que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, puis qu'il faut manger des céréales, sinon on va être malade. Mon médecin, il ne pouvait pas croire qu'on ne pouvait pas manger de céréales et être en santé. Moi, je peux dire que 3 ans et demi plus tard, après mon régime, il y a des effets secondaires qui étaient non désirés au départ. J'ai perdu 60 livres. Wow! C'est ça, les effets secondaires d'un régime qui convient à votre métabolisme. Il y a des effets secondaires pires que d'autres. Je mange toujours à ma faim, puis qu'après l'après-midi, j'ai un creux, ben je mange. Puis quand j'ai pas faim, je mange pas. Mais Philippe, moi, j'ai jamais eu un problème de poids, mais dans le sens que les gens pensent des problèmes de poids. J'ai jamais été une grosse madame. Mais tu avais un problème de perte de poids. Perte de poids. Et je suis quelqu'un qui aime pas le petit déjeuner. Pour moi, il n'y a rien de plus dégueulasse que commencer ma journée avec une assiette devant ma face. Je suis pas capable de jamais été. Alors. Mais je peux vous dire que dans le passé, des fois, il fallait que je l'engraisse parce qu'avec le stress et le travail, elle n'avait pas d'appétit et perdait du poids. Donc, c'est le problème inverse. Et elle a plus ce problème-là depuis qu'on suit un régime paléo. Elle mange à sa faim, elle a plein d'énergie. Elle ne mange toujours pas de petit déjeuner. Sauf à certains endroits quand on voyage. Ah, ça, c'est pas pareil. Oui, il faut profiter de sa santé aussi. On est sur le haut d'une montagne au Sri Lanka, puis qu'on avait notre petit déjeuner local, ben là, peut-être qu'on va en manger.
Mais moi, j'ai eu la chance d'étudier l'anthropologie. Et j'ai fait des camps de survie où on apprend à manger ce qu'il y a dans la forêt puis dans la nature. Et on se rend compte comment les gens mangeaient. Les gens mangeaient ce qui était disponible. On mangeait pas la même chose à l'année longue. On mangeait selon les saisons. On variait. Et pour moi, la clé de l'alimentation, c'est pas les suppléments alimentaires qui nous aident. Un supplément, c'est pas mauvais. Un supplément, c'est ça. C'est un supplément. C'est un petit extra. Mais l'alimentation vient de la synergie d'une alimentation très variée. Et c'est ça qui est recommandé dans la Vrai. Oui. Très cuit, avec peu d'ingrédients, fait simplement, rien qui est frit ou brûlé, caramélisé à la noirceur. Et là, quand on dit, parce que tu as touché à un point que je trouve très intéressant tantôt, les gens qui aiment pas cuisiner. Moi, avec l'expérience qu'on a avec tous ces clients, puis la bouffe et tout ça, ce que je constatais, c'est pas une question que les gens aiment pas ça. Les gens sont souvent intimidés. Et c'est pas pareil. Parce que dans notre société maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les experts à la télévision. Chop, 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 on jette ça, on met ça. Une demi-heure plus tard, c'est un festin. C'est qui a cette capacité-là? C'est pas moi, c'est pas la madame à côté de moi, c'est pas mes voisins. Et quand on voit ça, et c'est les seuls exemples qu'on a, c'est bien évident qu'on se compare et on sait qu'on n'est pas à la hauteur et on décide à ce moment-là, on n'a pas la capacité et dans le fond, j'aime pas ça. C'est ça qui s'est passé. Il y a bien des choses, j'aime pas me brosser les dents, mais je le fais quand même, là. Oui, absolument. J'aime pas laver ma lessive, mais je le fais quand même. Je prends une douche. Regarde, j'ai mieux à faire que prendre une douche tous les matins. Là, je veux dire, soyons honnêtes. Ça devient une habitude de vie. C'est un choix qu'on fait. C'est cuisiner simplement et des choses qui sont bonnes à manger et délicieuses, qui ont du plaisir à manger. Ça ne demande jamais plus qu'une demi-heure par jour. Et c'est pas fait pour épater la galerie, c'est fait pour manger simplement et d'avoir du plaisir dans la vie, puis continuer à vivre en santé. Alors, moi, je pense que le problématique pour les gens, c'est vraiment, ils savent qu'ils ne sont pas à la hauteur, et de toute façon, on peut appeler un pizza, on peut ramasser un petit quelque chose, il n'y en a pas de problème, on peut mettre ça dans le micro-ondes, voilà, on a mangé, c'est fait. Il y a des gens qui mangent pour vivre, puis il y a des gens qui vivent pour manger. Moi, j'appartiens définitivement à la deuxième catégorie. J'aime manger, j'aime aimer ce que je mange, puis il n'y a pas de raison que la diète paléo ne soit pas bonne. Il faut que ça soit délicieux au goût, sinon ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de... On a écrire le livre qu'on a écrit là, récemment, parce qu'il fallait qu'on montre aux gens que c'était possible de faire une cuisine familiale, rapide, avec ce qu'on trouve au magasin, durant la saison. On le fait simplement. Ça prend pas plus qu'une demi-heure à le faire, qu'à l'occasion, on peut prendre 1 heure, mais il y aura des restes pour le lendemain. Et on peut très bien manger santé, délicieux, familial, le partager avec les gens qu'on aime et pas plus qu'une demi-heure dans la cuisine. C'est ça la recette qu'on a faite, c'est vraiment une recette comme ça. Même un chapitre qui s'appelle « C'est même pas une recette ». Ouais. Et là, il faut dire aussi qu'on a des batailles sur plusieurs niveaux. Hein. Parce que quand on constate que les gens, beaucoup de gens ont des super belles cuisines avec tout en stainless, puis en granit, puis je sais pas trop quoi, là, toutes ces niaiseries-là. Et le message, c'est, tu peux pas salir ta belle cuisine. La cuisine est faite pour épater la galerie et pas pour cuisiner. Alors, il y a plusieurs obstacles qui existent, qu'il faut qu'on réalise et il faut qu'on l'adresse. Oui. Mais moi, je me souviens quand on a commencé à écrire le livre, comment c'était difficile pour moi de cuisiner à l'époque. J'avais plus d'énergie, j'étais épuisé, j'étais déprimé. Même marcher me faisait mal, rester debout plus de 5 minutes, c'était très difficile. C'était pas évident de cuisiner. Et donc, je me souviens, à cette époque, maintenant, je peux travailler 12 heures par jour debout, ça me dérange plus du tout. Mais je me souviens à quel point c'était difficile, et les recettes qu'on a choisies, la moitié sont littéralement des recettes excessivement simples qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'être un grand technicien en cuisine pour les réussir. On peut faire une bonne soupe, une bonne salade. Puis une salade, c'est pas juste des feuilles vertes qu'on sort d'un sac avec de l'huile puis du vinaigre. On
peut très bien mettre des noix, on peut mettre des fruits, on peut mettre des viandes, on peut mettre un reste de poulet rôti. Mais ce qui est génial aussi, c'est que c'est très bien tous ces ingrédients-là et c'est facile à le faire. Quand on a la recette qu'on a réalisée, c'est que des fois, on n'a juste pas ces ingrédients, mais on a d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on a ajouté les déclinaisons après toutes les recettes. Juste pour montrer aux gens que juste parce que vous n'avez pas la laitue romaine, mais si vous avez le kale ou si vous avez un autre des cressons, on peut faire la même recette, mais avec des substitutions. Ça, c'était un élément absolument essentiel que les gens nous disent. Hein. Et c'est ça que nos ancêtres paléos faisaient. Je veux dire, ils mangeaient des œufs, oui. Quand les oiseaux migrateurs pondaient, puis ça durait 2 semaines par année. Puis après ça, ils tombaient sur autre chose. Puis quand le saumon montait la rivière, on mangeait du saumon pendant 2 semaines. Puis ainsi de suite. Alors, il y avait des cycles naturels. On mangeait beaucoup certaines choses. Après ça, on n'en mangeait pas de l'année. Alors, varier sa nourriture. Puis et c'était pas des grands chefs non plus. Alors là... Alors, si vous avez vu des chasseurs-cueilleurs cuisiner, c'est très simple. Oui. Ça doit être assez primitif, n'est-ce pas? Mais c'est quand même sophistiqué, c'est surprenant. Rôtir à feu doux, là. C'est technique. On s'imagine qu'un chasseur paléo qui tue une gazelle, il la met sur le feu, puis il la mange à moitié brûlée. C'est pas du tout ça. On accroche la viande au-dessus du feu, puis au fur et à mesure qu'elle cuit, on la coupe avec son couteau, les petites tranches qui sont cuites, puis on laisse la viande saignante en dessous de cuire, un peu comme on voit des doner kebabs dans les restaurants grecs. Donc, ça, c'est les chasseurs Maasai qui font ça aujourd'hui encore. Alors, la cuisine paléo, elle était délicieuse. C'est délicieux de prendre des racines, de les enterrer dans la cendre, et les laisser cuire tranquillement dans la cendre. On les écrase, on enlève la peau un petit peu brûlée, puis on mange la racine qui a caramélisé. Aujourd'hui, ça s'appelle mettre un panais au four pendant 1 heure, puis après ça, on peut le manger. Il y avait tous ces fruits sauvages qu'on a ajoutés, puis alors on oublie que les techniques existaient et on est tellement chauvin qu'on présume que ces gens-là, ils mangeaient pas, que c'était pas à la hauteur, et on a tort. Et on a énormément à apprendre si on s'applique vraiment à essayer de déconstruire qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient et pourquoi ils faisaient. Et on peut refaire la même chose nous-mêmes à la maison avec tout l'équipement moderne pour nous, on le fait plus simplement. On est gâtés. Il n'y a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse. Non, c'est un choix. C'est pas une excuse. Voilà. Je pense que c'est un excellent moment pour approcher la fin de l'émission. Croyez-le ou non, on a presque 1 heure de conversation qui a passé à un rythme effarant. Mais avant, je voulais vous offrir une petite tribune. Est-ce qu'il y a un message peut-être que vous vouliez que nos auditeurs retiennent de notre conversation en particulier? Moi, je peux vous dire que si vous trouvez l'alimentation qui convient à votre état de santé, vous aurez une solution merveilleuse que vous contrôlerez vous-même. C'est pas évident, je dis pas que le régime paléo est bon pour tout le monde, bien qu'à mon avis, il est bon pour beaucoup de gens parce que c'est le régime naturel de l'être humain. C'est ça qu'on a mangé pendant 1,5 million d'années avant que l'agriculture et l'industrie nous nourrissent. Mais les gens qui ça convient pas, et j'encourage les gens à faire leurs recherches sur leur alimentation qui leur convient pour leur état de santé, que ce soit des athlètes performants ou des gens qui ont des problèmes auto-immunes graves. J'encourage les gens à faire leur propre recherche. J'encourage les gens de penser aux enfants. Parce que nous, comme adultes, on fait tout ce qu'on veut, on a le choix de décider nous-mêmes les choix qu'on veut prendre. Les enfants, malheureusement, ils nous regardent pour être guidés. Et on a une énorme responsabilité parce que c'est pas drôle pour un parent, je suis sûre, d'entendre un diagnostic à propos de leurs enfants avec une maladie dégénérative chronique. C'est pas drôle. Et si on continue à nourrir nos jeunes comme on les nourrit aujourd'hui, c'est ça les diagnostics qu'on va entendre de plus en plus souvent. Et ça, c'est malheureux et c'est quelque chose qu'on peut empêcher. On peut vraiment éviter de le faire.
Et c'est grâce à des gens comme vous qui participent à des émissions comme la nôtre qui, j'espère, on va pouvoir rendre ce savoir-là plus disponible, plus grand public. Alors, Philippe Etné, je vous remercie. Guillaume aussi, je pense que tu les remercies. Ah ouais. Merci beaucoup pour la discussion. Alors, où est-ce que les gens... Où est-ce que les gens peuvent vous trouver, que ce soit sur Internet, que ce soit physiquement? Donc, vous avez plusieurs adresses, à ce que je me... On a un site Internet où il y a plein de recettes qui ne sont pas forcément toutes paléo, parce que, comme je dis, les gens doivent avoir l'alimentation qui convient à leur métabolisme et à leur état de santé. Mais sur notre site, il y a déjà au moins 175 recettes paléo qui sont disponibles. On a nos livres. On a des vidéos sur YouTube. Ils peuvent toujours nous écrire. Et on a notre petite boutique au marché Jean Talon. Et tout ça sur le nom Épices de Cru. Excellent. Ben, Philippe Etné, je vous remercie énormément. C'était une discussion qui était édifiante, instructive, inspirante pour nos auditeurs. Écoutez, Guillaume, il m'écrivait en parallèle pendant la discussion et dit « Bon, ben, je vais aller leur rendre visite la prochaine fois que je suis à Montréal. » Je suis convaincu, ouais. La prochaine fois que je suis marché dans le talon, je vais aller vous serrer la main. C'est très, très bien. Vous êtes où, vous autres? Ah, Vincent est pas loin. Vincent est à Montréal, mais moi, je suis à Gatineau en ce moment. OK. Ah oui, vous êtes vraiment pas loin. Le marché Jean Talon, là, ouvert à l'année longue, 7 jours semaine. On est fermé 4 jours durant l'année. Alors, venez nous voir. Ah, je vous promets qu'on va se croiser en 2017. Sous peu. Merci, hein? Soyez prudents, soyez en santé, puis qui sait, peut-être qu'on vous réinvitera pour un prochain épisode. Peut-être. Quand on aura d'autres choses à dire. Excellent. Merci Philippe, merci Etné, merci chers auditeurs. À la prochaine. Merci d'avoir partagé. Et salut groupe, c'est Vincent. Je voulais juste terminer en mentionnant que si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à le mentionner sur iTunes. Donc, vous pouvez nous laisser des notes jusqu'à 5 étoiles, ce qui va nous aider à apparaître plus facilement dans les podcasts à écouter, ce qui va nous permettre aussi d'inciter des invités de haute qualité comme ceux que vous venez d'entendre à se joindre à notre podcast pour avoir des excellentes discussions. J'aimerais en profiter pour remercier Back to Track qui nous a laissé 5 étoiles, plein de bons conseils, de belles informations pour une alimentation saine. Merci Back to Track. Et Ishwen, très bon podcast qui nous dit un autre 5 étoiles. Je vous ai découvert récemment et je ne regrette pas, c'est vraiment intéressant de vous écouter. Merci Ishwen. Alors, si vous voulez que je vous fasse des petits props comme ça, venez me laisser un bon commentaire à moi et à Guillaume. On a vraiment hâte de vous lire. Et on aimerait ça également être très populaire sur iTunes. Alors, vous pouvez nous aider à faire ça. Merci. À la prochaine.